Et si la prochaine révolution agricole ne venait pas d'une machine sophistiquée, mais d'un simple kit d'élevage? Plongez au cœur de la région de Mané, au Burkina Faso. Ici, la vie était rythmée par le manque, la fatigue et une pauvreté qui semblait inévitable. Puis, un projet inattendu a brisé ce cercle. Des kits d'élevage distribués, massivement, aux familles les plus vulnérables. Ce n'est pas une grande ONG étrangère qui en est à l'origine, mais la volonté farouche d'un homme, le président Traoré. Rompre la dépendance, redonner à son peuple les clés de son avenir, voilà son pari. Des kits, poules, coqs, chèvres, vaches et tout le nécessaire pour débuter sont livrés directement dans chaque village isolé. Le résultat? En moins de 3 mois, plus de 83 000 personnes sortent de la pauvreté. Les animaux se multiplient, les revenus suivent, les enfants retournent à l'école et l'espoir circule à nouveau dans chaque foyer. Mais ce projet ne s'arrête pas à l'économie. Il fissure le vieux modèle du développement africain. Pour la première fois, l'autonomie agricole n'est plus un mirage. Elle s'incarne, elle inspire, elle se propage aux pays voisins. Rater ce virage serait accepter la fatalité de la précarité et de la dépendance. Le Burkina Faso ne joue pas qu'un pari agricole. Il pourrait bien dessiner l'avenir de tout un continent. Comment ce projet a-t-il pu bouleverser des vies en si peu de temps? Derrière chaque kit, une mécanique redoutable s'est mise en marche. Avant la transformation, à quoi ressemblaient les journées des familles rurales au Burkina Faso? Imaginons Mané, une région marquée par des années d'insécurité, de privation et de départs forcés. Là-bas, les greniers vides rythmèrent les saisons, l'absence de bétail affaiblissait les foyers et la résignation s'installait doucement. Pour mieux comprendre, écoutons l'histoire d'Aminata, mère de 5 enfants. Avant l'arrivée des kits, elle passait ses journées à chercher de quoi nourrir sa famille. Les récoltes étaient incertaines, le sol appauvri par des sécheresses à répétition. Chaque matin, Aminata parcourait plusieurs kilomètres pour ramasser du bois, pendant que ses enfants tentaient de glaner quelques grains de mil dans les champs. Le soir, la famille se contentait d'un maigre repas, souvent composé d'une bouillie claire. Les enfants souffraient de malnutrition, et aucun n'allait à l'école, faute de moyens pour payer les fournitures scolaires ou les habits nécessaires. Les aides extérieures, censées réparer ce tissu rural, n'avaient apporté ni stabilité ni espoir. Des ONG passaient, distribuaient quelques vivres ou outils, puis repartaient, laissant les familles aussi vulnérables qu'avant, suspendues à un prochain convoi ou à une décision lointaine. Il y a une dizaine d'années, c'était la même situation dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne. Au Niger, par exemple, des villages entiers ont survécu pendant des décennies grâce à une aide alimentaire ponctuelle, sans jamais sortir du cercle vicieux de la dépendance. Même au Sénégal, dans la région de Louga, les programmes de distribution de semences n'ont pas suffi à inverser la tendance, car ils n'étaient pas accompagnés d'un véritable transfert d'autonomie. Face à cette impasse, le président Ibrahim Traoré a décidé d'affronter la réalité. Pour lui, comprendre les échecs du passé était la première étape pour bâtir un futur différent. Ce diagnostic sans concession a tout déclenché. Il ne s'agissait plus seulement de rendre ce qui avait été perdu, mais de redonner aux habitants la capacité de se relever par eux-mêmes. C'est ainsi qu'est née une stratégie radicalement nouvelle, construite sur 3 piliers. D'abord, la reconstitution des actifs productifs, restituer aux familles leurs troupeaux, leurs poulaillers, leurs outils, et avec eux, leur dignité. Ensuite, renforcer la résilience des communautés, apprendre à traverser les crises, à ne pas tout perdre à chaque sécheresse ou conflit. Enfin, créer des sources de revenus durables, permettre à chacun de vendre œufs, lait ou viande, de bâtir son avenir sur des bases solides. Ce pari audacieux va bien au-delà de la simple agriculture. Il s'agit d'une lutte contre l'oubli des erreurs passées, pour éviter que les générations futures ne restent prisonnières d'une dépendance sans fin. Mais comment transformer une vision en action concrète? Comment briser les logiques qui, depuis tant d'années, maintiennent les populations dans le besoin? Ce défi, le projet de distribution de kits d'élevage va le relever, en bouleversant les habitudes et en redonnant espoir au village. Mais derrière la promesse, tout restait à prouver. Un kit,
Un animal, une transformation immédiate. Mythe ou réalité? Au Burkina Faso, la réponse ne laisse aucune place au doute. En quelques mois, des milliers de destins ont été bouleversés par une idée simple et audacieuse, portée par le président Traoré et la force d'un peuple solidaire. La distribution de kits d'élevage a touché plus de 83 000 personnes, des déplacés, des veuves, des familles parmi les plus vulnérables du pays. Pour elles, la promesse d'une seconde chance s'est matérialisée sous la forme d'un kit complet, adapté à leurs besoins et à leur environnement. Prenons le cas de la famille Ouedraogo dans le village de Kogo. Avant la réception du kit, leur quotidien était rythmé par l'incertitude. Avec la remise d'un coq, de 3 poules et d'une chèvre, ils ont pu, en moins de 6 semaines, obtenir 2 nouvelles portées de poussins et un chevreau. La vente de quelques œufs chaque semaine a permis à la mère d'acheter des cahiers pour ses enfants. En 3 mois, ils ont pu agrandir leur enclos, acheter du grain et rêver d'acquérir une seconde chèvre. Mais que contient réellement ce fameux kit? Selon les régions, chaque foyer a reçu un assortiment d'animaux: coqs, poules, chèvres, bovins, porcins ou poissons. À cela s'ajoutent des sacs d'aliments, du matériel d'élevage, tout le nécessaire pour démarrer. Ce n'est pas seulement un don, c'est le début d'une nouvelle économie locale, conçue pour être accessible à tous. Dans la région de Zorgo, certains villages ont reçu des kits adaptés à la pisciculture. Un ancien étang, jadis à sec, a été remis en état avec le concours des habitants. Quelques bassins de poissons, du matériel pour l'alimentation et des filets de protection. En moins d'un trimestre, les premières ventes de tilapias ont permis de financer la réparation du puits du village. L'impact? Presque instantané. En moins de 3 mois, les animaux ont proliféré. Le simple don d'un coq et de 3 poules a permis à de nombreuses familles de multiplier leurs basses-cours, parfois doublées ou triplées en quelques semaines. Les chèvres et bovins ont donné du lait et de la viande. Les poissons ont transformé de modestes étangs en viviers prospères. Pour illustrer, pensons à l'exemple du Mali des années 80. Les projets pilotes d'élevage caprin, initiés dans la région de Mopti, avaient permis à plusieurs villages de sortir de l'extrême pauvreté en 2 années, grâce à la reproduction rapide des chèvres et à la vente du lait sur les marchés locaux. Or, au Burkina Faso, ce même mécanisme a été accéléré à l'échelle nationale, avec des moyens coordonnés et une logistique adaptée. Très vite, la vente des œufs, du lait ou de la viande a généré des revenus réguliers. Les familles qui survivaient grâce à l'aide alimentaire ont retrouvé leur autonomie, investi dans l'éducation ou la reconstruction de leur maison. Partout, l'économie locale a été revitalisée par cette dynamique de proximité. Dans le village de Boulsa, la coopérative féminine Espoir de demain s'est formée autour des kits reçus. En mutualisant les œufs, les femmes ont pu organiser un marché hebdomadaire, vendre leurs produits jusqu'à la ville voisine et créer un fonds commun pour les microcrédits. Résultat, la scolarisation des filles a augmenté de 50% et un dispensaire a pu voir le jour en moins d'1 année. Mais le vrai secret de cette réussite? La formation et le suivi technique. Chaque bénéficiaire a reçu, avec son kit, l'accompagnement de techniciens agricoles et vétérinaires. Ateliers pratiques, conseils personnalisés, suivi rigoureux, tout a été pensé pour garantir des résultats durables. Les communautés se sont fédérées, ont partagé savoir-faire et entraide. À Mané, par exemple, des ateliers de fabrication de compost à partir de la litière animale ont permis de fertiliser les petits champs de maïs et de niébé. Le rendement agricole a augmenté de 30% en une seule saison. Ce sont ces gestes simples, enseignés lors des visites de suivi, qui ont consolidé les acquis et permis aux familles de ne pas retomber dans la précarité. En moins de 3 mois, les résultats sont spectaculaires. Des familles jadis précaires subviennent désormais à leurs besoins, envoient leurs enfants à l'école, rebâtissent leur quotidien. L'autonomie financière n'est plus un rêve lointain, elle se vit chaque jour. Ce modèle, d'abord localisé, s'est rapidement étendu à d'autres régions du Burkina Faso. L'effet boule de neige a été immédiat. Des groupes communautaires se sont créés, ont adapté les kits, reproduit l'expérience, inspirant leurs voisins. En peu de temps, l'initiative est devenue un mouvement national, jetant les bases d'un changement profond et durable. Au nord, dans la région du Sahel,
les éleveurs de dromadaires ont adapté le concept en introduisant des kits spécifiques pour le lait de chamelle et la production de fromage. À l'Est, les communautés Peul ont intégré les kits à leur migration saisonnière, diversifiant leurs ressources et renforçant les liens entre villages frontaliers du Niger et du Bénin. Ne pas saisir les leviers de cette réussite, c'est passer à côté d'une révolution duplicable à l'échelle du continent. Cette expérience prouve qu'une politique agricole, pensée de l'intérieur et fondée sur la solidarité, peut inverser le destin de milliers de familles en l'espace de quelques mois. Mais derrière ces chiffres et ce succès apparent, des questions demeurent. Comment garantir la pérennité du modèle et éviter les pièges qui menacent toute transformation rapide? Pour anticiper ces difficultés, le projet a mis en place des comités villageois de gestion, responsables de la répartition des animaux, de la gestion des maladies et du renouvellement des équipements. Des formations en gestion participative ont été dispensées inspirées du modèle rwandais de Umuganda, où chaque membre de la communauté contribue à une œuvre collective mensuelle. Et si l'Afrique renversait la logique de l'aide et devenait maître de son destin? Imaginez un continent où chaque famille possède les moyens de nourrir les siens, où la souveraineté alimentaire n'est plus une promesse, mais un socle solide. Au Burkina Faso, le président Traoré incarne cette transformation, dessinant une trajectoire audacieuse vers l'autonomie. Son ambition est limpide: sortir définitivement de la dépendance aux importations, réinventer l'agriculture et permettre à chaque villageois de vivre dignement de ses terres. La distribution massive de kits d'élevage n'est qu'une première étape. Ce mouvement s'étend désormais à tout le pays, érigeant l'autonomie agricole comme fondement du développement. Mais Traoré ne rêve pas seul. Il imagine une alliance africaine de l'agriculture et de l'élevage, un pacte inédit pour l'indépendance. Le Mali, le Niger, le Tchad ou encore le Zimbabwe s'inspirent déjà de cette méthode, rejoignant le projet d'un marché intégré où les produits africains circulent librement, renforçant la sécurité alimentaire de millions de personnes. Pour illustrer, rappelons l'expérience du Botswana dans les années 70. Après l'indépendance, le pays a choisi d'investir massivement dans l'élevage bovin, créant la Botswana Meat Commission. Grâce à une gestion rigoureuse et à l'engagement communautaire, le Botswana est devenu l'un des premiers exportateurs de viande de bœuf en Afrique australe, assurant des revenus stables à des milliers de familles rurales. Cette dynamique attire de nouveaux partenaires. La Chine et la Russie apportent leur technologie, leur capital, et investissent dans les routes, les barrages, les centres de formation. Les échanges se déplacent désormais vers d'autres pays africains, tissant des chaînes de valeur panafricaines et une coopération sud-sud sans précédent. L'Occident, jadis indispensable, observe avec appréhension. Les puissances traditionnelles tentent de préserver leur influence, multipliant pressions et obstacles pour ralentir cette bascule. Mais la jeunesse africaine, mieux formée et connectée que jamais, refuse de céder. Elle réclame sa dignité et le droit de choisir ses partenaires. Dans les campagnes, le changement est tangible. De nouveaux centres de formation forment une génération d'agriculteurs et d'éleveurs. Des infrastructures modernes facilitent le stockage, la transformation et la distribution des produits locaux. Les investissements dans les énergies renouvelables, l'irrigation intelligente et les technologies adaptées au climat africain prennent de l'ampleur. Ces innovations renforcent l'autonomie des communautés et protègent l'environnement. Prenons l'exemple des panneaux solaires installés à Waiguya. Grâce à l'énergie propre, les coopératives de femmes ont pu lancer des ateliers de séchage de fruits, réduisant le gaspillage et créant un nouveau marché pour les mangues et les tomates locales. L'effet boule de neige est déjà réel. Du Sahel à l'Afrique australe, le succès du Burkina Faso redonne confiance à toute une région. De plus en plus de pays abandonnent l'aide conditionnelle et misent sur leur propre potentiel. Petit à petit, c'est toute la carte du développement africain qui se redessine. Mais cette révolution n'est pas sans risque. La souveraineté et la dignité de tout un continent sont en jeu. Les anciennes puissances cherchent encore à tirer les ficelles, parfois au détriment des populations. Pourtant, la détermination grandit, portée par les réussites locales. Le choix est désormais limpide: rester dépendant ou bâtir un modèle africain,
libre et solidaire. Alors, où cette dynamique audacieuse mènera-t-elle le continent? L'Afrique est-elle prête à assumer ce virage historique et à inventer son propre avenir? Passer de la survie à la prospérité. Chaque village peut devenir le maître de son destin. L'exemple du Burkina Faso, guidé par la vision du président Traoré, montre que transformer la pauvreté en richesse locale n'est pas une utopie. C'est un chemin concret que toute communauté africaine peut suivre, étape par étape. La première leçon est claire. La formation pratique et la gestion locale sont les vraies clés du changement. Les bénéficiaires ne reçoivent pas uniquement des animaux. Ils apprennent à les élever, à gérer les ressources et à enseigner à leurs voisins. Cette responsabilité partagée, profondément ancrée dans la vie communautaire, garantit la durabilité et renforce les liens sociaux. L'éducation technique joue un rôle capital. Offrir des kits ne suffit pas. Il faut former, accompagner et encourager l'engagement des jeunes. Dans chaque village, ces jeunes deviennent moteurs du développement, mettant leur énergie et leur créativité au service de solutions adaptées à leur réalité. Ce modèle va bien au-delà de la génération de revenus. Il crée des emplois locaux, améliore la nutrition grâce à la disponibilité de lait, d'œufs et de viande, et redonne de la dignité. Les familles qui affrontaient à la faim ou la misère retrouvent la fierté de bâtir un avenir meilleur pour leurs enfants. Ainsi, tout le tissu social se renforce. Pour preuve, dans le village de Dédougou, un groupe de jeunes formés à l'élevage a lancé une petite entreprise de transformation du lait en fromage frais. En moins de 6 mois, leurs produits sont vendus dans 3 marchés locaux, générant assez de revenus pour embaucher 2 nouveaux membres et équiper leur atelier d'un réfrigérateur solaire. Le secret de cette réussite réside aussi dans la valorisation des savoirs locaux. Plutôt que d'appliquer des solutions venues d'ailleurs, il s'agit d'encourager les agriculteurs à innover et à adapter les techniques à leur environnement. Souvent, ce sont les petites inventions du quotidien qui font la différence sur le long terme. Par exemple, dans la région de Gaoua, les paysans ont mis au point un système de collecte d'eau de pluie à partir de toits en tôle pour abreuver les animaux en saison sèche. Cette astuce simple, transmise lors des formations, a permis de diminuer la mortalité du bétail de moitié pendant la dernière sécheresse. Pour les responsables et les décideurs africains, un conseil s'impose. Investissez dans l'autonomie, la solidarité régionale et l'adaptation. Chaque projet doit s'enraciner dans la réalité du terrain, mobiliser les ressources locales et favoriser la coopération entre villages, régions et pays voisins. Le modèle burkinabé n'est pas figé. Il doit inspirer et être réinventé partout où c'est possible. La diaspora africaine et les partenaires du continent ont un rôle déterminant. Consacrer du temps, transmettre des compétences et soutenir ces initiatives, financièrement ou moralement, revient à participer à la renaissance de l'Afrique, à la reconquête de son autonomie et à la construction d'un futur solide. Ignorer ces leçons, c'est courir le risque de manquer une occasion unique. La dépendance persistera et l'opportunité d'une renaissance continentale pourrait s'évanouir. Mais si chaque citoyen, chaque décideur, chaque village s'empare de ces outils, une révolution pacifique, agricole et sociale deviendra réalité. Mais comment ce modèle, né au Burkina Faso, peut-il s'adapter ailleurs en Afrique? Découvrons les étapes concrètes pour qu'un village ordinaire entame sa propre transformation. Première étape, le diagnostic local. Avant tout, il faut comprendre les besoins réels de la communauté. Cela passe par des réunions villageoises, l'identification des familles les plus vulnérables et l'inventaire des ressources disponibles. Une carte des besoins est dressée avec l'aide des anciens du village, des femmes et des jeunes. Deuxième étape, la conception du kit adapté. Un kit pour une communauté sahélienne différera d'un kit pour un village forestier. On choisit les espèces animales les mieux adaptées au climat, aux habitudes alimentaires et aux marchés locaux. À Ouagadougou, par exemple, le kit privilégie les poulets rustiques et les porcs nains, tandis qu'à Bobo-Dioulasso, les chèvres laitières et les poissons dominent. Troisième étape, la formation technique. Des formateurs locaux, souvent issus des écoles agricoles du pays, organisent des ateliers pratiques. Les bénéficiaires apprennent à vacciner les animaux, à construire des abris simples,
à gérer la reproduction et à prévenir les maladies. Cette étape est cruciale pour éviter les échecs précoces. Quatrième étape, le suivi collectif. Un comité de gestion veille à la bonne utilisation des kits, à la répartition équitable des naissances d'animaux, à la résolution des conflits et à la diffusion des bonnes pratiques. Les membres tiennent un registre des naissances, des ventes et des pertes, garantissant la transparence. Cinquième étape, l'intégration économique. Les produits issus des kits, œufs, lait, viande, poissons, sont valorisés sur les marchés locaux. Des coopératives naissent, mutualisant les moyens de transport, le stockage et la négociation avec les commerçants des villes. Progressivement, les petits surplus sont exportés vers les régions voisines, générant une dynamique économique durable. Sixième étape, la diffusion régionale. Les villages formés deviennent à leur tour des pôles d'entraide et de formation. Les bénéficiaires initiaux forment de nouveaux groupes, transmettent leurs acquis et adaptent les kits aux spécificités de chaque terroir. Ainsi, la révolution silencieuse s'étend, portée par la solidarité. La révolution silencieuse débute ici, et chacun de vous en incarne la prochaine étape. Ce que nous avons observé au Burkina Faso dépasse largement une victoire locale. C'est le premier chapitre d'un bouleversement pour tout le continent africain. À travers la distribution de kits d'élevage, plus de 83 000 femmes, hommes et enfants ont retrouvé espoir, autonomie et dignité. Autrefois prisonnières d'un cycle de pauvreté, ces familles bâtissent aujourd'hui leur indépendance sur leur sol, par leurs propres moyens. Ne sous-estimez pas la puissance de cette transformation. Pour la toute première fois, l'Afrique affirme que son avenir ne se décide plus dans les couloirs d'organisations étrangères, mais dans les villages, les fermes et les communautés qui croient en elles-mêmes. Ce projet, né d'une volonté politique audacieuse et d'une mobilisation collective, prouve que la souveraineté peut germer grâce à l'innovation locale, la solidarité régionale et une rupture consciente avec la dépendance occidentale. Pourtant, ce succès n'est qu'un commencement. Chaque kit n'est pas seulement un lot d'animaux, c'est une graine d'avenir, une promesse d'agriculture panafricaine forte, résiliente et créatrice de valeur. Ces changements bouleversent la vie de tous les jours en offrant à chacun la possibilité de nourrir sa famille, d'investir dans l'éducation de ses enfants et surtout, de rêver plus loin. Nous faisons tous face à une chance historique, celle de ne plus subir l'histoire, mais de la façonner ensemble. Ce modèle prouve que l'autonomie naît d'actes simples mais puissants et que collectivement, nous pouvons bâtir un avenir où la dignité ne sera plus l'exception, mais la norme. Alors, faites vivre cette histoire. Transmettez-la, partagez-la autour de vous. Devenez les porte-voix de cette révolution pacifique. Car le futur de l'Afrique ne se fera pas sans vous. Il dépend de vos voix, de vos engagements et de votre capacité à transformer l'espoir d'aujourd'hui